Claire Morvan pousse la porte du centre municipal de Brest à 14h37, ce 14 mars 1989. L'air de mars est encore glacial, mais à l'intérieur règne une chaleur étouffante. Un homme en costume gris l'attend dans le hall, une chemise cartonnée sous le bras. Il ne se présente pas, il dit simplement « salle annexe, au fond du couloir B ». Claire hésite une seconde puis suit. Elle ne sait pas encore qu'elle ne repassera jamais cette porte dans l'autre sens. Personne ne le sait. Le couloir est désert. Les néons grésillent au-dessus de leur tête. L'homme marche vite, sans un mot, et Claire sent son pouls s'accélérer à chaque pas. Elle travaille ici depuis 4 ans, elle connaît chaque recoin du bâtiment, mais ce couloir-là, elle ne se souvient pas l'avoir jamais emprunté. Une plaque métallique indique « accès restreint ». L'homme tourne la poignée sans frapper. La porte s'ouvre sur une pièce blanche sans fenêtre, une table, 2 chaises, rien d'autre. Claire entre, hésitante, cherchant à comprendre pourquoi on l'a convoquée ici. La porte se referme derrière elle avec un claquement sourd. L'homme s'assoit face à elle, ouvre la chemise cartonnée et commence à poser des questions. Des questions banales au début, sur son travail, ses responsabilités, ses collègues. 20 minutes plus tard, selon les estimations, Claire quitte cette salle. Du moins, c'est ce que tout le monde suppose, car après ce moment précis, plus personne ne la revoit. Pas un collègue, pas un gardien, pas un passant dans la rue. Claire Morvan, 31 ans, mère de 2 enfants, disparaît sans laisser la moindre trace. Et pendant 34 ans, personne ne comprendra vraiment ce qui s'est passé dans ce centre municipal de Brest. Jusqu'à ce qu'un simple document oublié vienne tout changer. Un document qui révélera que Claire n'aurait jamais dû être convoquée ce jour-là, et que cet entretien n'aurait jamais dû avoir lieu. En 1989, Brest est une ville portuaire dynamique, marquée par son passé militaire et sa reconstruction après-guerre. Le centre municipal où travaille Claire Morvan est un bâtiment administratif banal, fréquenté quotidiennement par des dizaines d'employés et de citoyens. Claire y occupe un poste d'assistante administrative depuis 1985. Elle est appréciée, ponctuelle, discrète. Rien dans son profil ne laisse présager un quelconque problème. Sa vie est stable. Un mari mécanicien, 2 enfants en bas âge, un pavillon modeste en périphérie. Une vie ordinaire, sans histoire, sans drame apparent. Jusqu'à ce matin du 14 mars. Ce matin-là, Claire reçoit un appel téléphonique à son bureau. Une voix masculine, neutre, lui demande de se présenter pour un entretien de vérification administrative à 14h30. Aucun détail supplémentaire. Claire ne pose pas de questions. Elle suppose qu'il s'agit d'une procédure de routine, peut-être liée à un dossier en cours. Elle prévient sa collègue qu'elle s'absente 1 heure, range ses affaires et descend. À ce moment-là, elle ne se doute de rien. Elle pense revenir dans quelques minutes, reprendre son travail, rentrer chez elle le soir comme d'habitude, mais ce rendez-vous n'est enregistré nulle part, et personne ne sait vraiment qui l'a convoqué. Mais ce rendez-vous n'est enregistré nulle part. Aucune convocation officielle, aucun ordre de mission, aucune trace dans les agendas internes. Le registre d'accueil du centre municipal ne mentionne aucune entrée ou sortie inhabituelle ce jour-là. Claire disparaît littéralement entre 2 étages, entre 2 couloirs, entre 2 minutes. Et le plus troublant, c'est que personne ne semble s'en rendre compte immédiatement. Comme si son absence s'était dissoute dans la routine quotidienne du bâtiment. Les collègues pensent qu'elle est en réunion. Les supérieurs pensent qu'elle est à son poste. Personne ne vérifie vraiment. Personne ne s'inquiète. Pas tout de suite. L'alerte ne sera donnée que le lendemain matin, lorsque son mari appelle le centre pour savoir pourquoi elle n'est pas rentrée. C'est là que tout bascule. Mais à ce moment précis, il est déjà trop tard. Claire Morvan est déjà devenue une énigme. Une absence sans explication, un nom sans corps, une vie suspendue dans le vide. Et cette énigme va hanter Brest pendant plus de 3 décennies, jusqu'à ce qu'un simple papier jauni révèle l'impensable. Jusqu'à ce que la vérité, enfouie sous des couches de mensonges et de complicité, finisse par remonter à la surface. Une vérité qui va bouleverser tout le monde. Avant de continuer cette histoire, si vous appréciez ce type de récit basé sur des affaires réelles et des disparitions inexpliquées, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un like et à nous dire en commentaire dans quelle ville et à quelle heure vous nous écoutez en ce moment. Cela nous aide énormément à continuer à vous proposer des contenus de qualité. Merci pour votre soutien.
Maintenant, revenons à l'histoire de Claire Morvan et à ce qui s'est réellement passé ce 14 mars 1989. Le 15 mars 1989, à 8h10, le téléphone sonne au centre municipal de Brest. C'est Marc Morvan, le mari de Claire. Sa voix est tendue, tremblante même. Il explique que sa femme n'est pas rentrée hier soir. Personne ne l'a vue depuis qu'elle est partie travailler. La réceptionniste consulte le registre de présence. Claire a bien pointé à 8h30 la veille, mais elle n'a pas pointé à la sortie. Cela arrive parfois, quand on est pressé, quand on oublie. Mais là, l'absence dure depuis plus de 15 heures. Marc insiste. Ce n'est pas dans les habitudes de Claire. Elle aurait appelé. Toujours. Elle n'aurait jamais laissé ses enfants sans nouvelles. Quelque chose ne va pas. Les premières recherches débutent dans le bâtiment. On interroge les collègues, on fouille les bureaux, on vérifie les salles de réunion. Plusieurs personnes se souviennent avoir vu Claire dans la matinée. Elle était normale, concentrée sur ses tâches, rien d'inhabituel. Vers 14h20, elle a mentionné à sa voisine de bureau qu'elle devait descendre pour un rendez-vous rapide. Elle a emporté son sac à main, mais laissé son manteau sur le dossier de sa chaise. Comme si elle prévoyait de revenir dans quelques minutes. Personne ne l'a revue après. La voisine de bureau se souvient même avoir pensé que Claire tardait à revenir, mais elle n'a pas posé de questions. Les gendarmes arrivent en milieu d'après-midi. Ils inspectent les lieux, relèvent les témoignages, vérifient les sorties. Aucune trace de Claire dans les parkings, aucune vidéo exploitable puisque le bâtiment n'est équipé que de 2 caméras, toutes 2 hors service depuis plusieurs semaines pour maintenance. Les gendarmes interrogent le personnel de sécurité. Personne n'a remarqué de comportement suspect. Claire n'a pas franchi les barrières de sortie officielles. Du moins, pas de manière enregistrée. Mais comment disparaître d'un bâtiment administratif en plein jour, avec des dizaines de personnes autour, sans que personne ne s'en aperçoive? C'est impossible. Et pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé. Les enquêteurs élargissent rapidement leurs recherches. Ils passent au peigne fin les abords du centre, les rues adjacentes, les arrêts de bus. Ils interrogent les commerçants du quartier, les passants réguliers, les chauffeurs de taxi. Personne n'a vu Claire quitter le bâtiment. Personne ne l'a vue monter dans une voiture, marcher sur le trottoir, attendre quelqu'un. C'est comme si elle avait traversé un mur invisible. Les jours passent et l'incompréhension grandit. Marc Morvan organise des battues avec des bénévoles. On ratisse les zones boisées, les terrains vagues, les berges, les plages. Rien. Pas un indice, pas un vêtement, pas un objet personnel. Claire s'est volatilisée. 3 semaines après la disparition, les gendarmes reçoivent un appel anonyme. Une voix masculine, étouffée, difficile à identifier, affirme avoir vu Claire monter dans une voiture noire près du centre municipal le 14 mars vers 15 heures. Pas de plaque mémorisée, pas de description précise du véhicule ou du conducteur. Juste cette phrase. Elle semblait pressée, mais pas effrayée. L'appel est trop vague pour être exploitable, mais il alimente les théories. Fuite volontaire, enlèvement discret, rendez-vous clandestin qui aurait mal tourné. Les pistes se multiplient, mais aucune ne mène nulle part. Les enquêteurs tournent en rond, frustrés par l'absence totale d'éléments concrets. Le dossier commence à s'enliser. Les enquêteurs interrogent l'entourage de Claire, fouillent dans ses relevés bancaires, ses correspondances, son passé. Rien d'anormal. Aucune dette, aucune liaison, aucune menace connue, aucun conflit avec qui que ce soit. Claire était une femme ordinaire, vivant une vie ordinaire. Alors pourquoi disparaître ainsi, sans un mot, sans un indice, sans une explication? Les gendarmes envisagent toutes les hypothèses, même les plus sombres. Mais sans corps, sans scène de crime, sans mobile apparent, l'enquête piétine. On ne peut arrêter personne. On ne peut accuser personne. On ne peut rien prouver. Claire Morvan est devenue un fantôme, une absence inexpliquée. En juillet 1989, faute d'éléments nouveaux, l'affaire est transférée au service spécialisé dans les disparitions inexpliquées. Le dossier de Claire rejoint des centaines d'autres, classés dans des archives poussiéreuses, attendant qu'un indice, un témoignage, une découverte viennent les rouvrir. Marc Morvan continue seul les recherches pendant des années. Il distribue des affichettes dans toute la Bretagne, contacte les médias locaux, interpelle les élus, écrit au ministère. Mais l'affaire Claire Morvan glisse peu à peu dans l'oubli. Les journaux n'en parlent plus, les collègues changent de poste, le centre municipal poursuit ses activités comme si rien ne s'était passé.
La vie continue, mais pour Marc et ses enfants, le temps s'est arrêté. Pourtant, dans les sous-sols du bâtiment, une vérité reste tapie dans l'ombre, une vérité que personne ne cherche vraiment à découvrir, parce que personne ne sait exactement où regarder, parce que certains documents, certains registres, certaines zones du centre municipal échappent aux contrôles habituels. Et parce qu'en 1989, l'administration française fonctionne encore beaucoup sur papier, avec des failles béantes dans la traçabilité. Claire Morvan est devenue un fantôme administratif. Un non sans corps, une absence sans explication. Et cette absence va durer 34 ans jusqu'à ce qu'un hasard vienne tout bouleverser. Un hasard qui va enfin révéler ce qui s'est réellement passé. Les années passent. Marc finit par déménager avec ses enfants, incapable de rester dans cette maison où l'absence de Claire résonne encore à chaque instant. Les gendarmes ferment officiellement l'enquête en 1995, après 6 ans d'impasse totale. Le dossier est archivé. Claire Morvan rejoint la longue liste des disparitions non résolues de l'ouest de la France. Et pendant près de 30 ans, personne ne rouvre ce dossier. Personne ne remet en question la version officielle. Jusqu'à ce qu'un simple hasard administratif vienne tout bouleverser. Un hasard qui va enfin révéler ce qui s'est réellement passé dans ce centre municipal de Brest. Un hasard qui va faire exploser la vérité. En 2023, le centre municipal de Brest subit une modernisation numérique. Tous les anciens registres papier doivent être numérisés et archivés numériquement. Des équipes fouillent dans les vieux classeurs, les cartons entassés, les armoires métalliques rouillées. Et c'est là, dans une chemise intitulée « Convocation interne 1989 », qu'un employé tombe sur une fiche bizarre. Une fiche datée du 14 mars 1989, une fiche mentionnant le nom de Claire Morvan. Et sur cette fiche, une annotation manuscrite qui va tout changer. Entretien annulé, convocation erronée. Mais si l'entretien a été annulé, pourquoi Claire s'est-elle présentée ce jour-là? Et surtout, qui l'a convoquée vraiment? L'employé signale immédiatement cette découverte à sa hiérarchie. Le document est transmis aux autorités locales qui contactent la gendarmerie. Le dossier archivé de Claire Morvan est ressorti des archives. Un nouveau groupe d'enquêteurs se penche sur cette annotation oubliée. Il commence par identifier l'auteur de la note manuscrite. Après recoupement, il remonte jusqu'à un ancien cadre administratif du centre, André Lemoine, aujourd'hui retraité et vivant dans le Finistère. Convoqué pour témoigner, Lemoine se souvient vaguement de cette période. Il confirme qu'en mars 1989, il était responsable des convocations internes pour les entretiens d'évaluation. Mais il ne se souvient pas précisément de Claire Morvan. Lemoine explique que la fiche concernant Claire Morvan avait été préparée par erreur. Une confusion dans les noms. Claire n'aurait jamais dû être convoquée ce jour-là. L'entretien était destiné à une autre employée, Cécile Moreau, dont le dossier était en révision. Lemoine affirme avoir annulé la convocation dès qu'il s'est rendu compte de l'erreur, dans la matinée du 14 mars. Selon lui, un appel téléphonique a été passé au bureau de Claire pour annuler le rendez-vous. Mais visiblement, ce message n'est jamais parvenu à Claire, ou alors elle ne l'a pas reçu à temps. Les enquêteurs vérifient les registres téléphoniques de l'époque, espérant trouver une trace de cet appel. Les enquêteurs vérifient les registres téléphoniques de l'époque. Aucune trace d'un appel sortant vers le bureau de Claire ce matin-là. Soit Lemoine se trompe, soit l'appel n'a jamais été passé. Ou pire, il a été passé, mais vers un autre numéro. Les enquêteurs interrogent alors les anciens collègues de Claire encore joignables. Plusieurs se souviennent que le téléphone de Claire était en panne ce jour-là, un problème technique survenu en début de semaine. Les appels destinés à son poste étaient redirigés vers un combiné commun, rarement surveillé. Il est donc tout à fait possible que le message d'annulation ne soit jamais arrivé jusqu'à elle. Mais cela n'explique pas tout. Si Claire s'est présentée par erreur à un entretien annulé, pourquoi a-t-elle été reçue malgré tout? Qui était l'homme en costume gris qui l'a emmenée vers la salle annexe? Et surtout, pourquoi cette salle n'apparaît-elle nulle part dans les plans officiels du centre municipal? Les enquêteurs décident de retourner sur place. Le bâtiment a peu changé en 34 ans. Les couloirs sont les mêmes, les bureaux aussi. Mais le fameux couloir B mentionné par plusieurs témoins de l'époque reste introuvable sur les plans actuels. Les enquêteurs fouillent méthodiquement, inspectent chaque recoin, chaque porte, chaque escalier. Et finalement,
ils trouvent quelque chose. Les équipes fouillent le bâtiment pendant plusieurs jours. Elles finissent par identifier une zone condamnée au sous-sol, accessible uniquement par une porte dérobée dissimulée derrière une armoire métallique. Derrière cette porte, un escalier étroit descend vers un niveau inférieur. Là, une série de salles oubliées, jamais répertoriées dans les archives modernes. Des pièces sans fenêtres, aux murs nus avec des traces d'utilisation récentes, câbles électriques, prises murales, vestiges de mobilier. Ces salles étaient-elles encore en service en 1989? Et si oui, à quoi servaient-elles vraiment? Les enquêteurs prennent des photos, relèvent des empreintes, collectent des échantillons. Ils cherchent des indices, n'importe quoi qui pourrait expliquer ce qui s'est passé. Les enquêteurs contactent d'anciens employés du centre, notamment ceux ayant travaillé dans les services techniques. Un ancien électricien, aujourd'hui octogénaire, se souvient de ces salles. Selon lui, elles servaient occasionnellement pour des entretiens confidentiels, des réunions hors procédure, des rencontres avec des agents extérieurs. Rien d'officiel, rien de tracé. Des espaces fantômes, utilisés de manière informelle par certains cadres ayant besoin de discrétion. Mais pourquoi Claire aurait-elle été emmenée dans un tel endroit pour un simple entretien administratif de routine? Cela n'a aucun sens. Les enquêteurs commencent à soupçonner que cet entretien n'était pas du tout ce qu'on avait fait croire à Claire. Les enquêteurs épluchent les anciens organigrammes du centre. Ils découvrent qu'en 1989, plusieurs agents de services non identifiés travaillaient temporairement dans le bâtiment. Pas des employés municipaux classiques, plutôt des prestataires externes, des consultants mandatés par des ministères pour des audits internes, des vérifications de conformité. Certains de ces agents avaient accès à des zones restreintes. Certains menaient des interrogatoires sans formalisme, dans le cadre de procédures disciplinaires discrètes. L'un d'eux pourrait-il avoir convoqué Claire par erreur, puis réalisé trop tard qu'elle n'était pas la bonne personne? Les enquêteurs commencent à entrevoir une possibilité troublante. Les pistes se précisent. Les enquêteurs identifient un prestataire externe présent au centre municipal entre février et avril 1989, une société de conseil en gestion administrative mandatée pour évaluer les performances du personnel. Cette société n'existe plus aujourd'hui, mais les archives fiscales permettent de remonter jusqu'à ses anciens dirigeants. L'un d'eux accepte de témoigner. Il se souvient vaguement de cette mission à Brest. Il confirme que son équipe menait des entretiens individuels avec certains employés, souvent sans prévenir officiellement les intéressés pour éviter les biais. Tout se faisait de manière informelle, rapide, discrète. Cela commençait à correspondre à ce que Claire avait vécu. Mais ce témoignage soulève une nouvelle question. Si Claire a été convoquée par erreur et interrogée dans une de ces salles annexes, pourquoi n'est-elle jamais ressortie? L'entretien n'aurait dû durer que quelques minutes. Ensuite, elle aurait dû regagner son bureau. Alors que s'est-il passé pendant ces 20 minutes? Les enquêteurs interrogent l'ancien prestataire sur le contenu type de ces entretiens. Il explique qu'il s'agissait principalement de questions sur la charge de travail, les relations hiérarchiques, l'ambiance générale. Rien de personnel, rien de conflictuel, du moins en théorie. Mais en pratique, certains de ces entretiens pouvaient déraper si un employé mentionnait des informations sensibles. Mais en pratique, certains de ces entretiens pouvaient déraper si un employé mentionnait des irrégularités, des malversations, des tensions internes. L'entretien pouvait prendre une tournure différente, plus insistante, plus intrusive. Et si Claire, sans le vouloir, avait révélé quelque chose qu'elle n'aurait pas dû savoir, quelque chose qui aurait mis certaines personnes en danger? Les enquêteurs se penchent alors sur les activités du centre municipal en 1989. Ils découvrent que plusieurs dossiers sensibles transitaient par ce bâtiment à cette époque. Gestion de subventions européennes, passation de marchés publics, dossiers liés à la défense nationale via le port militaire de Brest. L'un de ces dossiers attire particulièrement leur attention. L'un de ces dossiers attire l'attention. En mars 1989, une enquête interne était en cours concernant des soupçons de détournement de fonds dans un service du centre. Claire Morvan travaillait justement dans ce service. Pas directement impliquée, mais elle avait accès à certains documents comptables. Si, pendant l'entretien imprévu, elle avait mentionné des anomalies, des incohérences qu'elle avait remarquées sans y prêter attention, cela aurait pu déclencher une réaction rapide.
Une réaction définitive. Mais comment le prouver 34 ans plus tard? Les enquêteurs décident de creuser encore plus profondément. Ils veulent comprendre exactement ce qui se passait dans ce service en mars 1989. Les enquêteurs décident de creuser l'enquête interne de 1989. Ils exhument les archives du service comptable du centre municipal. Et là, ils tombent sur un rapport daté du 10 avril 1989, soit un mois après la disparition de Claire. Ce rapport conclut qu'aucune irrégularité majeure n'a été détectée dans les comptes. Tout est en ordre. Affaire classée. Mais en lisant entre les lignes, les enquêteurs remarquent des zones d'ombre. Plusieurs justificatifs de dépenses manquent. Certaines transactions ne sont documentées que partiellement. Et surtout, le rapport mentionne que 2 employés clés n'ont pas pu être auditionnés. L'un en arrêt maladie prolongé, l'autre, Claire Morvan, portée disparue. C'est trop de coïncidences. Cela signifie que Claire aurait dû être interrogée dans le cadre de cette enquête interne. Mais elle a disparu avant. Coïncidence ou élimination préventive? Les enquêteurs contactent l'auditeur externe qui avait rédigé ce rapport en 1989. Il est aujourd'hui à la retraite, vivant en Bretagne. Il accepte de témoigner, mais avec réticence. Il explique qu'à l'époque, il avait ressenti une pression inhabituelle pour clore rapidement le dossier. Pas de menace directe, juste une insistance administrative pour ne pas traîner. Il avoue avoir bâclé certaines vérifications. Il ne voulait pas d'ennui, il voulait juste finir le travail et partir. Mais aujourd'hui, face aux enquêteurs, il comprend qu'il a peut-être couvert quelque chose de grave. Les enquêteurs lui montrent la fiche de convocation erronée de Claire. L'ancien auditeur pâlit. Il reconnaît l'écriture manuscrite. Ce n'est pas celle d'André Lemoine. C'est la sienne. Il avait rédigé cette note en marge d'un autre document, probablement par erreur. Mais il ne se souvient pas des circonstances exactes. Les enquêteurs insistent. Ils veulent savoir si Claire avait été convoquée pour l'audit interne. L'auditeur hésite, puis finit par avouer « Oui, Claire devait être auditionnée, mais pas officiellement, pas dans le cadre de l'audit visible. Une rencontre discrète pour recueillir son témoignage sans alerter ses supérieurs. C'était une procédure inhabituelle, mais nécessaire selon lui. Pourquoi cette discrétion? Parce que l'auditeur soupçonnait que les irrégularités comptables impliquaient un cadre du centre, un cadre qui aurait pu saboter l'enquête si Claire témoignait officiellement. Alors il avait organisé ce rendez-vous informel, dans une salle annexe, loin des regards. Claire devait venir seule, parler librement, puis repartir sans que personne ne sache. Mais quelque chose a mal tourné. L'auditeur affirme ne pas avoir assisté à cet entretien. Il avait délégué cette tâche à un assistant, un jeune consultant dont il ne se souvient plus du nom complet. Juste un prénom, Vincent. Les enquêteurs notent ce prénom. C'est la première vraie piste depuis le début de cette nouvelle enquête. Les enquêteurs lancent une recherche sur ce Vincent. Ils épluchent les registres de la société de conseil qui avait mandaté l'audit. Ils finissent par identifier un Vincent Kerhoas, consultant junior en 1989, aujourd'hui introuvable. Aucune trace de lui après 1992. Pas de dossier fiscal, pas de numéro de sécurité sociale actif, pas de compte bancaire. Comme s'il avait disparu lui aussi. Les enquêteurs élargissent leurs recherches à l'international. Ils découvrent qu'un Vincent Kerhoas a quitté la France en 1991 pour s'installer en Belgique, puis en Allemagne. Mais là encore, la piste s'arrête brutalement en 1998. Plus aucune trace après cette date. Vincent Kerhoas s'est volatilisé. Les enquêteurs contactent les services de police belges et allemands. Ils obtiennent quelques informations supplémentaires. Vincent Kerhoas était fiché comme témoin dans une affaire de fraude fiscale en Belgique en 1995. Il avait témoigné sous protection, puis avait demandé une relocalisation. Les autorités belges avaient accepté. Vincent Kerhoas avait alors changé d'identité. Nouvelle identité administrative, nouveau passeport, nouveau départ. Mais où? Les enquêteurs français demandent l'accès au dossier protégé. Refus, secret défense, procédure classée. Impossible d'aller plus loin par cette voie. Les enquêteurs se retrouvent dans une impasse, mais ils ne lâchent rien. Il doit y avoir un autre moyen de retrouver Vincent Kerhoas. Alors les enquêteurs changent de stratégie. Ils retournent vers l'auditeur retraité. Ils lui montrent toutes les pièces du puzzle. La fiche erronée, l'audit bâclé,
la disparition de Vincent Queiroz, les zones d'ombre comptables. Il lui demande de reconstituer précisément ce qui s'est passé le 14 mars 1989. L'auditeur finit par craquer. Il avoue avoir menti par omission. Il était présent ce jour-là. Pas physiquement dans la salle annexe, mais dans un bureau adjacent. Il écoutait l'entretien via un interphone interne. Et il a entendu quelque chose qu'il n'aurait jamais dû entendre. Quelque chose qui a tout changé. Quelque chose qui explique pourquoi Claire n'est jamais ressortie. Pendant l'entretien, Claire a effectivement mentionné des anomalies comptables. Des virements étranges, des doubles facturations, des fournisseurs fictifs. Elle n'accusait personne directement. Elle parlait juste d'incohérences qu'elle avait remarquées en classant des documents. Mais ces révélations étaient explosives. Elles pointaient directement vers un cadre influent du centre. Un certain Yves Rocher, responsable des marchés publics. Un homme bien connecté, protégé par des réseaux politiques locaux. Un homme qu'on ne pouvait pas accuser sans preuves solides. Et Claire venait de fournir le début de ces preuves. L'auditeur explique que Vincent Queiroz a paniqué après l'entretien. Il savait qu'il venait d'entendre quelque chose de très dangereux. L'auditeur explique que Vincent Queiroz a paniqué après l'entretien. Il a contacté immédiatement son supérieur pour signaler la gravité des informations. Mais au lieu de lancer une procédure officielle, le supérieur a ordonné de tout arrêter. Pas d'enregistrement, pas de procès verbal, pas de suite. L'audit devait se terminer rapidement, sans vague. Vincent devait faire disparaître toute trace de cet entretien. Et Claire devait oublier ce qu'elle venait de dire. Mais comment faire oublier à quelqu'un des informations qu'elle a déjà révélées? Comment garantir son silence? L'auditeur affirme ne pas savoir ce qui s'est passé après, mais il se doute que les choses ont mal tourné. L'auditeur affirme ne pas savoir ce qui s'est passé après. Il a quitté le bâtiment en fin d'après-midi, sans revoir Claire. Le lendemain, quand il a appris sa disparition, il a compris que quelque chose de terrible s'était produit. Mais il n'a rien dit, par peur, par lâcheté, par calcul. Il savait que s'il parlait, il serait lui aussi menacé. Alors il a fermé les yeux, il a signé son rapport bidon, il a encaissé son chèque, et il a essayé de vivre avec ce poids pendant 34 ans. Mais aujourd'hui, face aux enquêteurs, il craque. Il veut enfin soulager sa conscience. Il veut que la vérité éclate, même si cela doit le détruire. Les enquêteurs enregistrent intégralement son témoignage, puis ils le placent sous protection. Parce que si l'auditeur dit vrai, cela signifie que la disparition de Claire Morvan n'est pas un accident. Ce n'est pas une fuite volontaire, c'est un crime commis pour protéger des intérêts puissants, un crime couvert par des complicités institutionnelles, et si ces complicités existent encore aujourd'hui, le témoignage de l'auditeur pourrait déclencher une onde de choc. Les enquêteurs décident d'agir vite. Ils lancent une perquisition au domicile de l'ancien cadre Yves Rocher, aujourd'hui âgé de 78 ans. Ils veulent des réponses. Ils veulent la vérité. Et ils vont l'obtenir. Yves Rocher vit désormais dans une grande propriété isolée près de Quimper. Les gendarmes arrivent à l'aube avec un mandat de perquisition. Rocher les accueille avec un calme troublant. Il ne proteste pas. Il ne demande pas d'avocat. Il se contente de dire « Je savais que vous finiriez par venir ». Les enquêteurs fouillent la maison. Ils découvrent rapidement une pièce fermée à clé au sous-sol. Rocher hésite, puis tend la clé. À l'intérieur, des dizaines de cartons remplis de documents. Des archives personnelles, des contrats, des factures, des correspondances, et surtout un journal intime manuscrit couvrant les années 1985 à 1995. Les enquêteurs saisissent tout. Ils emportent Rocher au commissariat pour interrogatoire. Là, face aux enquêteurs, Rocher finit par parler. Il confirme que Claire Morvan a été convoquée ce jour-là dans le cadre d'un audit interne non officiel. Il confirme qu'elle a révélé des informations sensibles sur des détournements de fonds, mais il nie toute implication directe dans sa disparition. Selon lui, il a simplement signalé le problème à ses supérieurs. Ce sont eux qui ont décidé de la suite. Lui n'a fait qu'obéir. Il n'a rien vu, rien fait. Il était juste un rouage dans une machine plus grande. Les enquêteurs ne le croient pas. Ils lisent le journal intime. Les enquêteurs ne le croient pas entièrement. Ils lisent le journal intime. Et là, ils trouvent une entrée datée du 15 mars 1989, le lendemain de la disparition de Claire. Rocher y écrit « Tout est réglé. Vincent a géré la situation. Pas de traces, pas de risque.
l'audit peut continuer. Cette phrase suffit à impliquer directement Rocher. Il savait, il a couvert, il a peut-être même ordonné. Les enquêteurs le confrontent. Rocher reste silencieux pendant plusieurs minutes, puis finit par lâcher. Vincent a fait ce qu'il fallait, c'était elle ou nous, on n'avait pas le choix. Les enquêteurs exigent des détails, et Rocher finit par tout raconter. Rocher explique que Vincent Queyroix avait reçu l'ordre de neutraliser le problème. Pas forcément de tuer Claire, mais de s'assurer qu'elle ne parlerait jamais. Vincent avait proposé une solution radicale, faire disparaître Claire en simulant une fuite volontaire. Le plan était simple. Après l'entretien, Vincent devait la convaincre de quitter le bâtiment discrètement sous prétexte de la protéger. Il devait l'emmener dans un lieu sûr, loin de Brest, le temps que l'audit se termine. Ensuite, elle pourrait revenir. Mais Claire a refusé, elle voulait rentrer chez elle. Elle voulait parler à son mari. Alors Vincent a paniqué. Il a improvisé. Selon Rocher, Vincent a improvisé. Il a retenu Claire dans une des salles annexes pendant plusieurs heures. Il a essayé de la convaincre puis de la menacer. Mais Claire résistait. Elle criait. Elle se débattait. Vincent a perdu le contrôle. Il l'a frappée pour la faire taire, un coup trop fort. Claire s'est effondrée. Vincent a vérifié son pouls. Plus rien. Il venait de tuer Claire Morvan. Accidentellement, selon lui. Mais c'était fait. Et maintenant, il fallait gérer les conséquences. Vincent a contacté Rocher en urgence. Rocher a appelé ses supérieurs. Ensemble, ils ont décidé de faire disparaître le corps. C'était la seule solution pour protéger tout le monde. Les enquêteurs écoutent, pétrifiés. Rocher continue. Il explique que le corps de Claire a été sorti du centre municipal pendant la nuit, dissimulé dans une caisse en bois marquée « Matériel archivé ». Personne n'a rien vu. Le lendemain, la caisse a été transportée vers un site industriel désaffecté près de Brest. Là, le corps a été incinéré dans un vieux four. Les cendres ont été dispersées dans la mer. Aucune trace, aucune preuve. Claire Morvan avait littéralement disparu. Et pendant 34 ans, personne n'a su la vérité, sauf Rocher, Vincent et quelques complices haut placés qui ont protégé le secret. Les enquêteurs enregistrent tout. Ils demandent les noms des complices. Les enquêteurs enregistrent tout. Ils demandent les noms des complices. Rocher hésite. Il sait que donner ces noms signera peut-être son arrêt de mort. Mais il est épuisé. Il en a assez de porter ce fardeau. Il lâche 3 noms. Un ancien préfet aujourd'hui décédé, un directeur régional de l'administration toujours en poste, et un avocat influent lié à plusieurs affaires de corruption. Ces 3 hommes avaient orchestré la couverture. Ils avaient fait pression sur les enquêteurs de l'époque pour classer rapidement l'affaire. Ils avaient détruit des documents, falsifié des registres, intimidé des témoins. Tout pour protéger Rocher et éviter un scandale qui aurait éclaboussé toute l'administration. Les enquêteurs lancent immédiatement des procédures contre ces 3 individus. Le directeur régional est placé en garde à vue. L'avocat fuit à l'étranger avant d'être interpellé. Quant à Vincent Queyroix, les recherches s'intensifient. Les services de renseignement français sont mobilisés. Et finalement, après plusieurs semaines, Vincent est localisé. Il vit sous une nouvelle identité en Espagne, dans un petit village près de Valence. Il est arrêté sans résistance, extradé vers la France. Confronté aux preuves, il finit par avouer à son tour. Il confirme tout ce que Rocher a dit. Il ajoute même des détails glaçants sur les derniers instants de Claire. Des détails que personne ne voulait entendre. Vincent explique qu'il regrette, qu'il n'a jamais voulu tuer Claire, qu'il a juste paniqué, qu'il a obéi à des ordres qu'il n'aurait jamais dû suivre. Mais les enquêteurs ne sont pas dupes. Vincent a tué une femme innocente pour protéger un système corrompu. Il a ensuite passé 34 ans à fuir ses responsabilités. Il a changé d'identité, reconstruit une vie, tout en sachant que Claire Morvan était morte par sa faute. Et pendant tout ce temps, Marc Morvan et ses enfants ont vécu dans l'incertitude, dans l'espoir impossible de revoir Claire un jour. Vincent est inculpé de meurtre, dissimulation de cadavres et complicité de corruption. Le procès s'ouvre en 2024. Le procès s'ouvre en 2024, 35 ans après les faits. Les médias nationaux couvrent l'affaire. L'histoire de Claire Morvan devient un symbole des dérives de l'administration française des années 1980, des réseaux de corruption qui gangrènent encore certaines institutions. Marc Morvan, aujourd'hui âgé de 68 ans, assiste à toutes les audiences.
Il pleure en silence quand les détails de la mort de Claire sont révélés. Mais il tient bon. Il veut entendre la vérité. Il veut que justice soit rendue, même 35 ans plus tard. Même si cela ne ramènera jamais Claire. Les avocats de la défense tentent de minimiser les faits. Ils plaident l'accident, la pression hiérarchique. Les avocats de la défense tentent de minimiser les faits. Ils plaident l'accident, la pression hiérarchique, les circonstances exceptionnelles. Ils affirment que Vincent Kerouas n'avait pas l'intention de tuer Claire, que tout cela résulte d'une situation qui a dérapé. Ils invoquent les ordres reçus, l'environnement de peur, la culture du silence qui régnait à l'époque dans l'administration. Mais le procureur est implacable. Il démontre que Vincent et Rocher ont eu de multiples occasions de revenir en arrière, de dire la vérité, de réparer. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont choisi de protéger leurs intérêts au détriment de la vie de Claire. Ils ont choisi de laisser une famille dans le doute pendant des décennies. Ils ont choisi de mentir, de manipuler, de corrompre. Et pour cela, ils doivent payer. Le procureur présente les preuves une à une. Le journal intime de Rocher, les témoignages de l'auditeur, les aveux de Vincent, les documents financiers prouvant les détournements de fonds, les traces des pressions exercées sur l'enquête initiale. Tout s'emboîte, tout converge vers la même conclusion. Claire Morvan a été tuée pour protéger un système corrompu. Et cette mort a été couverte par des complices qui occupèrent des postes de pouvoir. Le jury délibère pendant 3 jours. L'attente est insoutenable pour Marc Morvan et ses enfants. Puis le verdict tombe. Vincent Kerouas est reconnu coupable de meurtre avec préméditation, dissimulation de cadavres et complicité de corruption. Il est condamné à 25 ans de réclusion criminelle. Yves Rocher est reconnu coupable de complicité de meurtre, dissimulation de cadavres, corruption active et obstruction à la justice. Il est condamné à 20 ans de réclusion. Le directeur régional de l'administration est condamné à 15 ans pour complicité et corruption. L'avocat influent jugé par contumace est condamné à 18 ans. Un mandat d'arrêt international est émis contre lui. Ces condamnations marquent un tournant dans l'histoire judiciaire française. Elles envoient un message clair. Personne n'est au-dessus des lois. Mais au-delà des peines de prison, le procès révèle l'ampleur du système corrompu qui a permis la disparition de Claire Morvan. Les enquêteurs découvrent que les détournements de fonds au centre municipal de Brest n'étaient qu'une petite partie d'un réseau bien plus vaste. Des millions d'euros de subventions européennes ont été détournés entre 1985 et 1995 par un groupe de cadres administratifs et d'élus locaux. Claire Morvan était tombée par hasard sur une pièce de ce puzzle. Et pour protéger ce système, on l'a tuée. Des dizaines d'autres affaires similaires sont rouvertes. Des audits sont lancés, des têtes tombent. Le scandale ébranle toute l'administration française. Marc Morvan obtient enfin des réponses. Il sait maintenant ce qui est arrivé à Claire. Il sait qu'elle n'a pas fui, qu'elle n'a pas choisi de partir. Elle a été victime d'un engrenage qu'elle n'avait même pas vu venir. Elle était juste une employée administrative consciencieuse, tombée au mauvais endroit au mauvais moment. Marc porte plainte contre l'État français pour dysfonctionnement grave et manquement à l'enquête initiale. Une commission d'enquête parlementaire est créée pour examiner les défaillances institutionnelles qui ont permis cette affaire. Les conclusions sont accablantes. Elles révèlent un système gangréné par la corruption, les pressions politiques et l'omerta. La commission révèle que plusieurs enquêteurs de 1989 avaient été écartés de l'affaire après avoir soulevé des questions dérangeantes, que des pressions politiques avaient été exercées pour classer rapidement le dossier, que des documents avaient été volontairement détruits, que des témoins avaient été intimidés, que l'État avait failli à protéger une citoyenne innocente, puis à faire la lumière sur sa disparition. Marc Morvan reçoit des excuses officielles du gouvernement français. Une indemnisation symbolique lui est accordée. Mais rien ne pourra ramener Claire. Rien ne pourra effacer ces 35 années d'absence. Rien ne pourra réparer le mal qui a été fait à cette famille. Les enfants de Claire, aujourd'hui adultes, témoignent également. Ils racontent leur enfance sans mère, les questions sans réponse, les regards de pitié, les anniversaires manqués. Ils parlent de leur colère contre ceux qui ont tué leur mère, mais aussi contre ceux qui ont couvert le crime, contre ceux qui ont menti, contre ceux qui ont choisi le silence. Ils exigent que cette affaire serve de leçon, que les institutions françaises se réforment,
que la transparence devienne la norme, que plus jamais une personne innocente ne disparaisse ainsi dans les rouages de l'administration. Leurs témoignages émeuvent toute la France. Ils donnent un visage humain à cette tragédie administrative. Le centre municipal de Brest est fermé temporairement pour inspection complète. Les salles annexes sont scellées. Une enquête interne est lancée pour identifier toutes les zones non répertoriées du bâtiment. On découvre que plusieurs autres pièces similaires existent encore, dissimulées dans les sous-sols et les étages supérieurs. Ces espaces avaient servi au fil des décennies à des activités non officielles. Entretiens disciplinaires sauvages, réunions politiques clandestines, même des interrogatoires policiers hors procédure. Le scandale éclate. Le maire de Brest démissionne. Le préfet est muté. Des réformes sont annoncées. Le bâtiment est entièrement cartographié et sécurisé. Plus aucune zone cachée ne doit exister. L'affaire Claire Morvan devient un cas d'école dans les formations des forces de l'ordre. Elle illustre les dangers des zones grises administratives, des procédures informelles, des systèmes opaques. Elle montre comment une simple erreur de convocation peut dégénérer en tragédie quand elle rencontre un environnement corrompu. Elle rappelle que chaque citoyen a droit à la transparence, à la protection, à la justice, et que l'État a le devoir absolu de garantir ses droits, sans exception. Des manuels sont rédigés, des protocoles sont renforcés, des contrôles sont multipliés, des formations obligatoires sont instaurées. L'affaire Claire Morvan change profondément la manière dont l'administration française fonctionne. Mais au-delà des réformes institutionnelles, l'affaire Claire Morvan laisse une trace indélébile dans la mémoire collective bretonne. Des plaques commémoratives sont installées devant le centre municipal de Brest. Une rue porte désormais le nom de Claire Morvan. Une association est créée pour soutenir les familles de disparus et faire pression pour que chaque affaire soit traitée avec sérieux. Marc Morvan devient l'un des porte-parole de cette association. Il témoigne dans les écoles, les universités, les médias. Il raconte l'histoire de Claire. Il refuse que sa mémoire soit oubliée. Il refuse que son sacrifice soit vain. Il veut que l'histoire de Claire serve d'avertissement pour les générations futures. Vincent Kérois et Yves Rocher purgent leur peine dans des établissements pénitentiaires différents. Vincent refuse toute interview, tout témoignage supplémentaire. Il vit dans le silence, rongé par la culpabilité. Rocher, lui, accepte quelques entretiens. Il tente de se justifier, de minimiser sa responsabilité. Mais personne ne le croit. Il est devenu le symbole de la lâcheté administrative, de ces cadres qui choisissent leur carrière au détriment de la vie humaine. Certains anciens collègues le visitent en prison. D'autres refusent tout contact. Rocher vieillit seul, abandonné, détesté. Sa famille a coupé les ponts. Ses amis ont disparu. Il n'a plus rien, sauf ses regrets. L'avocat influent, toujours en fuite, finit par être arrêté 2 ans plus tard au Maroc. Extradé, jugé, condamné, il rejoint Rocher et Vincent en prison. Les 3 hommes ne se parlent jamais. Ils partagent la même infamie, mais pas la même cellule. Ils savent que leur nom restera pour toujours associé à cette affaire, que leurs enfants, leurs petits-enfants, porteront ce fardeau, que l'histoire les a déjà jugés, et que ce jugement est sans appel. Ils ont tué Claire Morvan. Pas directement pour certains, mais par complicité, par lâcheté, par calcul. Et cette mort pèse sur eux pour l'éternité. Ils mourront en prison, oubliés de tous, sauf des historiens. Marc Morvan, lui, trouve une forme de paix. Pas un oubli, jamais un oubli, mais une acceptation. Il sait maintenant. Il peut enfin faire son deuil. Il organise une cérémonie d'adieu pour Claire, 35 ans après sa disparition. Une cérémonie simple dans une petite église de Brest. Toute la ville est là. Les anciens collègues, les voisins, les amis, les journalistes, les inconnus touchés par l'histoire. Marc lit un texte qu'il a écrit pour Claire. Il lui parle comme si elle était là. Il lui dit qu'il l'a attendue pendant toutes ces années, qu'il a cru, espéré, cherché, qu'il n'a jamais abandonné, et qu'enfin aujourd'hui, il peut lui dire au revoir. Les cendres symboliques de Claire, reconstituées à partir de traces ADN retrouvées sur d'anciens objets personnels, sont dispersées dans la mer à Brest, là où, 35 ans plus tôt, ces véritables cendres avaient été jetées par ces meurtriers. Mais cette fois, c'est différent. Cette fois, c'est un acte d'amour, de mémoire, de respect. Claire Morvan repose enfin en paix.
Et son histoire, désormais connue de tous, rappelle à chaque citoyen l'importance de la vigilance, de la transparence, de la justice. Elle rappelle que derrière chaque dossier administratif, il y a une vie, et que cette vie mérite protection, dignité, vérité. Claire n'est plus une disparue. Elle est une mémoire vivante. L'affaire Claire Morvan s'est refermée juridiquement en 2024. Mais elle continue de résonner dans la société française. Elle a déclenché une vague de réformes dans l'administration publique, renforcé les droits des citoyens face aux procédures opaques et rappelé aux institutions leur responsabilité absolue envers ceux qu'elles sont censées servir. Claire n'est plus une disparue inexpliquée. Elle est une victime reconnue. Et sa mémoire honore désormais toutes celles et ceux qui, comme elle, ont disparu dans les angles morts d'un système défaillant. Des lois sont votées pour renforcer la transparence administrative et protéger les lanceurs d'alerte. L'affaire Claire Morvan devient un symbole. Marc Morvan a dédié les dernières années de sa vie à cette cause. Il voyage à travers la France, rencontre des familles de disparus, témoigne devant des commissions parlementaires, participe à des documentaires. Il devient une voix pour ceux qui n'en ont plus. Il est décédé en 2027 à l'âge de 71 ans, entouré de ses enfants et petits-enfants. Ses dernières paroles furent pour Claire « Je t'ai retrouvé. Je peux enfin te rejoindre. » Il repose aujourd'hui aux côtés du mémorial de Claire, face à la mer. Et chaque année, le 14 mars, une cérémonie commémorative rassemble des centaines de personnes devant le centre municipal de Brest. Chaque année, on y lit des noms de disparus. On y allume des bougies. On y rappelle que la justice, même tardive, doit toujours triompher. Des étudiants viennent de toute la France pour assister à cette cérémonie. Des journalistes couvrent l'événement. Des familles de disparus trouvent réconfort et solidarité. L'histoire de Claire Morvan est enseignée dans les écoles, utilisée dans les formations professionnelles, citée dans les débats politiques. Elle est devenue une référence, un avertissement, un symbole de ce qui ne doit plus jamais arriver. Marc aurait été fier de voir à quel point l'histoire de Claire continue d'inspirer et de protéger. L'histoire de Claire Morvan rappelle une vérité essentielle. Dans une démocratie, aucune vie ne doit être sacrifiée sur l'autel du secret, de la corruption ou de la lâcheté. Chaque citoyen a le droit de savoir, de comprendre, de demander des comptes. Et chaque institution a le devoir de répondre, de protéger, de servir. Claire Morvan est partie un jour de mars 1989 pour un simple entretien administratif. Elle n'est jamais revenue. Mais son histoire, elle, ne partira jamais. Elle restera gravée dans la mémoire collective comme un avertissement et un hommage indélébile. Claire Morvan n'est plus une victime oubliée. Elle est une mémoire vivante qui protège. En 2028, une pièce de théâtre basée sur l'histoire de Claire est créée à Brest. Elle connaît un immense succès et tourne dans toute la France. Un film documentaire est également produit, remportant plusieurs prix dans des festivals internationaux. L'histoire de Claire traverse les frontières. Des pays comme la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne s'intéressent à cette affaire et lancent des audits similaires dans leurs propres administrations. L'affaire Claire Morvan devient un catalyseur de changement au niveau européen. Des conventions internationales sur la transparence administrative sont signées. Des protocoles de protection des témoins sont renforcés. L'héritage de Claire dépasse largement les frontières de Brest. Les enfants de Claire, maintenant dans la cinquantaine, ont fondé une organisation internationale de soutien aux familles de disparus. Ils organisent des conférences, publient des rapports, font du lobbying auprès des gouvernements. Ils ont transformé leur douleur en action. Leur mère serait fière. L'organisation porte le nom de Claire Morvan Justice Foundation et aide des centaines de familles chaque année à travers le monde. Elle offre un soutien juridique, psychologique et financier. Elle fait pression sur les autorités pour que chaque disparition soit prise au sérieux. Elle veille à ce que plus jamais une famille ne vive ce que les Morvan ont vécu pendant 35 ans. Le centre municipal de Brest a été entièrement rénové et transformé en un lieu de mémoire. Une partie du bâtiment abrite désormais un musée dédié aux victimes de dysfonctionnements institutionnels. Les anciennes salles annexes ont été préservées telles quelles, avec des panneaux explicatifs détaillant ce qui s'est passé en 1989. Des milliers de visiteurs viennent chaque année découvrir cette histoire. Des groupes scolaires, des délégations étrangères, des chercheurs. Le musée rappelle que la vigilance citoyenne est essentielle pour préserver la démocratie, que la transparence n'est pas un luxe, mais une nécessité, que chaque voix compte, que chaque vie compte.
Vincent Kairouas est décédé en prison en 2029, à l'âge de 63 ans. Il n'a jamais reçu de visite. Il est mort seul, sans pardon, sans rédemption. Yves Rocher continue de purger sa peine. Il a maintenant 83 ans. Il passera le reste de sa vie derrière les barreaux. L'avocat influent, extradé du Maroc, purge également sa peine en France. Aucun d'eux n'a jamais exprimé de véritables regrets. Leurs noms sont synonymes de lâcheté et de corruption. Leurs familles ont changé de nom pour échapper à l'infamie. L'histoire ne leur pardonnera jamais. Ils resteront pour toujours les hommes qui ont tué Claire Morvan. Mais l'histoire retiendra surtout le courage de Marc Morvan, sa persévérance face à l'adversité, son refus d'abandonner, sa détermination à trouver la vérité, même après 34 ans. L'histoire retiendra l'innocence de Claire, cette employée administrative consciencieuse qui est tombée au mauvais endroit au mauvais moment. L'histoire retiendra les réformes qui ont suivi, les lois qui ont été votées, les vies qui ont été protégées. L'histoire retiendra que même dans les heures les plus sombres, la justice finit toujours par triompher, que la vérité finit toujours par éclater, que la mémoire des victimes ne meurt jamais. Aujourd'hui, en 2030, le nom de Claire Morvan est connu de tous en France. Il est enseigné dans les écoles, cité dans les débats publics, gravé dans la pierre devant le centre municipal de Brest. Des milliers de personnes portent son nom en mémoire lors de manifestations pour la transparence. Des associations se réclament de son héritage. Des politiques jurent de ne jamais laisser se reproduire ce qui lui est arrivé. Claire Morvan, cette femme ordinaire qui a vécu une vie ordinaire, est devenue un symbole extraordinaire. Un symbole de justice, de vérité, de dignité humaine. Un symbole que rien, pas même la corruption la plus profonde, ne peut effacer. Et chaque 14 mars, face à la mer de Brest, des centaines de voix murmurent son nom. Claire Morvan. Claire Morvan. Claire Morvan. Comme une prière, comme un serment, comme une promesse que plus jamais, une innocente ne disparaîtra dans les rouages d'un système corrompu sans que justice soit rendue, que plus jamais une famille ne vivra 35 ans d'incertitude et de douleur, que plus jamais le silence ne l'emportera sur la vérité. Claire Morvan repose en paix, mais son histoire, elle, continue de vivre, continue de protéger, continue d'inspirer, pour toujours. Les vagues de l'océan Atlantique continuent de battre les côtes de Brest, comme elles le faisaient en 1989, comme elles le feront toujours. Mais maintenant, elles portent avec elles le nom de Claire Morvan. Elles le murmurent aux rochers, aux plages, aux navires qui passent. Elles racontent son histoire aux générations futures. Elles rappellent que chaque vie compte, que chaque voix mérite d'être entendue, que chaque vérité mérite d'être révélée. Et que même après 34 ans de silence, la justice peut encore triompher. Claire Morvan n'est plus une disparue, elle est une mémoire éternelle. L'affaire Claire Morvan restera à jamais gravée dans l'histoire de la justice française, comme un rappel poignant de ce qui peut arriver quand les institutions privilégient leur image au détriment de la vérité. Elle a changé des lois, transformé des mentalités, sauvé des vies. Claire Morvan est partie ce jour de mars 1989 sans savoir qu'elle allait devenir un symbole. Mais aujourd'hui, son nom résonne comme un avertissement et une promesse. Que plus jamais l'opacité administrative ne protégera les coupables et que chaque citoyen mérite justice, dignité et vérité, même 35 ans après. Marc et Claire Morvan reposent désormais côte à côte face à la mer qu'ils aimaient tant. Leurs enfants et petits-enfants continuent de porter leur mémoire avec fierté et détermination. Et chaque année, le 14 mars, Brest se souvient, la France se souvient, le monde se souvient. Que l'histoire de Claire Morvan serve d'inspiration à tous ceux qui luttent pour la justice, pour la transparence, pour un monde où plus personne ne disparaîtra dans les angles morts du pouvoir. Claire Morvan ne sera jamais oubliée. Son histoire vivra éternellement.